Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Post Café. Et pour ce nouvel épisode, écoutez, exceptionnellement, je suis toute seule. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du syndrome de l'imposteur. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé sur ma chaîne YouTube une vidéo un peu anniversaire parce qu'il y a peu de temps, ça a fait 1 an que j'étais sur YouTube. Et lors de cette vidéo un peu bilan, je vous parlais du syndrome de l'imposteur et je vous disais comme quoi ça pouvait être peut-être intéressant que j'en fasse un épisode de podcast. Donc écoutez, c'est chose faite, nous y voici. C'est pourquoi aujourd'hui aussi c'est un peu un épisode particulier parce que je suis toute seule pour parler de ça. Durant cet épisode, j'ai envie de vous partager mon expérience, mon ressenti, comment moi je vis ça, parce que oui, du coup, je pense être sujette au syndrome de l'imposteur, et du coup, j'avais envie, à travers cet épisode, de vous partager un peu mon ressenti et mon expérience vis-à-vis de ça. Déjà, pour commencer, peut-être petite définition de ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Donc pour préparer cet épisode, j'ai fait quelques recherches en amont et déjà première chose, je n'ai pas trouvé de définition à proprement parler de ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Quand j'ai cherché genre syndrome de l'imposteur sur Larousse, clairement j'ai pas trouvé de définition, mais j'ai trouvé une définition du mot imposteur. Donc écoutez, je vais vous la lire, comme ça peut-être pour ceux qui savent pas ce qu'est le syndrome de l'imposteur, ça pourra déjà vous donner une idée et puis peut-être aussi remettre un peu de contexte avant d'entamer le sujet. Alors tout d'abord, être un imposteur, c'est une personne qui trompe par de fausses apparences, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est la définition d'imposteur tout simplement. Et ensuite, en continuant mes recherches sur internet, je suis tombée sur cette petite définition entre guillemets qui me semble assez pertinente. Donc écoutez, je vous la lis aussi. C'est dévalorisation, manque de confiance et impression de ne pas être à sa place. Voilà. Ça au moins déjà ça vous donne peut-être une idée de ce qu'est le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment ce principe de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir légitime de quelque chose. Avant d'entamer cet épisode, peut-être que je vais aussi remettre les choses dans son contexte et vous parler de moi, de vous parler de ce que je fais. Peut-être que déjà ça sera un peu mieux parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas, des personnes qui tombent sur cet épisode un peu peut-être par hasard. Donc écoutez, petite présentation brève, je m'appelle Camille, j'ai 24 ans. Je suis à mon compte en tant qu'illustratrice freelance depuis octobre 2024 et donc aussi ça fait maintenant 1 an que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai créé ce podcast Post Café il y a à peu près 6 mois environ. Et du coup c'est à travers cette expérience de freelance, on va dire, que j'ai envie de vous parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur. Durant ma vidéo, pour parler de mes 1 an sur ma chaîne YouTube, je vous parlais donc du fait que je pensais être sujet au syndrome de l'imposteur parce que il y a du coup, comme je viens de vous le dire, quelques mois, je me suis installée en tant qu'auto-entrepreneuse et du coup en tant qu'illustratrice et déjà j'ai compris que c'était compliqué pour moi de dire que j'étais illustratrice. Et là j'ai commencé à me poser des questions parce que oui, c'était un fait, je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à faire des illustrations, donc le terme exact pour dire ce que je fais et parler de mon métier et du coup c'était illustratrice. Là, jusque-là, en fait, c'est un fait. Sauf que moi, je préférais dire que j'étais auto-entrepreneuse. Le problème, c'est que honnêtement, auto-entrepreneuse, ça ne veut rien dire. Auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, c'est un statut juridique au même titre que quelqu'un qui a une EARL, une SARL, etc. Ce sont juste en fait des statuts juridiques pour parler d'entreprise et donc clairement, quand on me demandait ce que je faisais, je répondais auto-entrepreneuse. Mais ça veut rien dire, honnêtement. Un plombier peut être auto-entrepreneur, je sais pas moi, un électricien, une illustratrice, comme moi clairement, mais peu importe, en fait, il y a beaucoup de métiers, comme je sais pas moi, boucher, esthéticienne, enfin bref, vous avez compris, auto-entrepreneur ne veut rien dire. Et vraiment, quand on me disait, oui, mais tu fais quoi du coup ? Je me retrouvais à devoir dire des illustrations, et honnêtement, je me sentais pas ok avec ça. Je me sentais pas légitime en fait, tout simplement. Je me disais mais non mais c'est... Tu fais juste ça comme ça en fait. C'était pas mon métier. C'est pas comme si j'avais pas accepté que ça soit mon métier. Pas qu'aujourd'hui je l'ai accepté, mais je commence à m'y faire un peu plus. Il y a que quelques semaines que j'ai osé ou eu le courage, je sais pas trop comment il faut le dire, de marquer sur mon compte Instagram le mot illustratrice. Mais jusque là, il n'y avait rien marqué en fait. Il y avait juste marqué artiste. Artiste, c'est aussi très vague, ok, ça veut dire quelque chose, mais du coup, illustratrice, on est quand même sur un terme qui est beaucoup plus précis, parce que des artistes, il peut avoir, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Un acteur est un artiste, un musicien est un artiste, un mangaka est un artiste,
Enfin bref, vous avez compris, artiste ça veut dire beaucoup de choses. Alors qu'illustratrice, c'est un métier et c'est précis. Et vraiment j'avais énormément de mal à me dire que oui, c'était mon métier. Parce que je ne me sentais absolument pas légitime de faire ça. Donc là clairement c'est un des exemples parmi tant d'autres qui montre, je crois à mon sens, que oui, j'ai ce syndrome de l'imposteur, de ne pas assumer, de ne pas me sentir légitime de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. En faisant les recherches pour cet épisode de podcast, je me suis renseignée sur internet et je suis tombée du coup sur une émission radio qui parlait de ça et qui avait invité, il me semble, une psychologue qui avait écrit un livre sur le syndrome de l'imposteur. Et donc du coup j'ai écouté l'épisode et j'ai ressorti 2-3 informations qui me paraissaient pertinentes de vous partager. Tout d'abord, je ne suis pas la seule puisqu'apparemment 70% de la population est sujette à ça. Bon, déjà, entre guillemets, ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit, ouais Camille, t'es pas toute seule à te sentir dans cette position-là, puisque beaucoup d'autres gens le sont aussi. Autre information que j'ai pu entendre durant cet épisode, c'est que il y a majoritairement des femmes qui sont sujettes à ça. Et dernière info que j'avais envie de vous partager aussi, quand j'ai écouté cette émission radio, il y avait certains métiers aussi qui étaient plus sujets à ça, notamment les freelances et les autodidactes. Donc écoutez, vraiment, je rentre dans toutes les cases, voilà. Je suis une femme, je suis freelance et je fais partie des 70% de la population qui le sont. Bon, ok, maintenant on est d'accord que potentiellement je suis donc sujet au syndrome de l'imposteur, mais j'avais aussi du coup envie à travers cet épisode de vous partager les différentes expériences que j'ai eues vis-à-vis de ça, comment ça a commencé et peut-être vous dire comment j'essaye d'en sortir. Voilà. Déjà, première expérience que j'ai ressentie, c'est quand je suis rentrée dans mon école. Donc ça remonte à 4 ou 5 ans, 4 ans, je sais plus. Bref, quand je suis rentrée donc dans mon école, j'ai eu plein de camarades de classe, voilà, je crois qu'on était peut-être une vingtaine si je dis pas de bêtises. Et en fait, la première fois que j'ai eu cours avec eux, on a du coup dessiné, ce qui paraît évident, je sors d'une école de dessin, on va dire de façon très très générale. Et là déjà, je l'ai ressenti en me disant, en fait mes camarades ils dessinent tous mieux que moi. Ils dessinent tous mieux que moi, ils ont tous une culture qui est beaucoup plus développée que la mienne. Moi honnêtement, j'avais très peu de culture, on va dire, artistique et ni de culture cinématographique, de cinéma d'animation, tout ça. Et je me suis vraiment sentie à part en me disant mais en fait qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ok, j'adore le dessin, je dessine pour moi depuis toute petite, j'ai toujours dessiné, j'ai pris des cours de dessin, mais là je me suis demandé qu'est-ce que je fais là ? Parce que j'avais l'impression que tout le monde dessinait beaucoup mieux que moi. Est-ce que c'était une impression ? Est-ce que c'était la réalité ? Ça, j'ai pas le recul nécessaire pour le dire, mais en tout cas c'est l'impression que j'avais. Et ça a été une des premières fois, du moins dans le monde artistique, pas pour d'autres sujets, je vais vraiment essayer de rester dans le monde artistique, où j'ai eu cette impression de me dire je suis pas légitime, je suis pas à ma place, pourquoi j'ai été prise ? Pourtant, pour entrer dans cette école, j'ai passé des tests, donc c'est qu'à un moment donné, en fait, on a validé les tests que j'avais passés. Et pourtant, non, ça ne me satisfaisait pas, entre guillemets, enfin j'étais pas convaincue que je sois à ma place, même si j'avais réussi mes tests. Autre petit exemple où je me suis absolument pas sentie légitime, durant ma première année scolaire, il se trouve que pendant un trimestre, j'ai eu un problème à ma main droite, donc je suis droitière, et donc du coup pendant ce trimestre-là, j'ai dû dessiner de ma main gauche. Et donc, suite à ces problèmes-là, j'ai passé plein d'examens médicaux, et dont un où j'ai passé un examen, et en fait, le médecin m'a clairement dit, alors attention, tenez-vous prêts, si vous avez mal à votre main, c'est parce qu'en fait, vous êtes trop maigre du coude et que vous êtes certainement pas faite pour ça. Et là, autant vous dire que quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais déjà de un, je me suis dit quel connard, honnêtement, et de deux, il y a eu cette remise en question en mode, mais en fait Camille, si t'as mal, c'est de ta faute, entre guillemets, enfin, ça veut dire que ok, il a peut-être raison, t'es peut-être pas fait pour faire du dessin toute la journée, t'es peut-être pas faite pour ça. Et donc, même si là ça venait de l'extérieur, etc., mais là aussi je me suis dit, mais en fait peut-être que je suis pas légitime de faire ce métier-là, quoi, en fait. Bon, ça c'est des exemples qui datent d'il y a quelques temps maintenant. Revenons un peu plus au présent.
Comme je vous l'ai dit, je me suis mise donc à mon compte en octobre 2024, donc c'est tout récent, hein, voilà, là nous sommes en février 2025, donc ça fait très peu de temps que je suis à mon compte, et c'est vrai que quand j'ai commencé, à la base, quand je me suis mise à mon compte, c'était pas du tout pour faire de l'illustration. Quand je me suis mise à mon compte, c'était pour faire de la modélisation 3D. Et là aussi, je pense que c'est important que je vous partage ça, parce que je me suis mise à faire de la modélisation 3D et à me spécialiser dans la 3D durant ma scolarité. Parce qu'honnêtement, en fait, je crois que je me sentais pas légitime de faire du dessin. Parce qu'encore une fois, je trouvais que mes camarades dessinaient mieux que moi, parce qu'ils avaient plus de talent, parce qu'ils avaient plus de culture, parce qu'ils avaient leur style. Et ça, aussi, c'est vraiment important. Enfin, pour moi, ça l'était du moins, de trouver son propre style. Et moi, j'en avais pas. J'en avais pas. Je dessinais tout ce que je voyais. Je dessinais, si j'avais envie d'avoir un style, je reprenais des idées que je voyais et j'essayais de dessiner dans ce style-là. Mais j'avais pas mon style à moi à proprement parler. Alors qu'une grande majorité de mes camarades de classe avaient leur propre style. Et dès que je voyais un dessin, je savais qui c'est qui l'avait fait, parce que je reconnaissais le style de la personne. Aujourd'hui, moi, j'ai pas l'impression d'avoir proprement parlé un style, alors que mes camarades en avaient, et ça je trouvais aussi du coup que je pouvais pas me sentir légitime de faire ce que je faisais parce que j'avais pas de style à proprement parler. Donc du coup, j'avoue que je me suis tournée vers la modélisation 3D où j'avais pas forcément besoin d'avoir un style en fait. Il fallait juste, mon but c'était de représenter quelque chose en 3D qui avait auparavant été dessiné en 2D. Voilà, c'était simple. Et je crois que c'était un peu la simplicité pour moi. Alors, certes, j'adorais faire la 3D, vraiment, je me suis éclatée à en faire. Là, honnêtement, ça doit faire 4 ou 5 mois que j'ai pas fait de 3D, mais j'ai adoré en faire et c'était vraiment, je passais tout mon temps à en faire. C'est pour ça que je me suis spécialisée d'ailleurs sur ma dernière année en faisant de la 3D. Mais je pense, avec le recul d'aujourd'hui, en réfléchissant, que si je me suis aussi laissée aller vers la 3D, c'est peut-être parce que je me sentais pas assez légitime de dessiner. Mais du coup, quand je me suis mise à mon compte, comme je vous l'ai dit, c'était pour faire de la 3D et finalement, en fait, ça s'est pas fait. Donc, j'ai décidé de faire des illustrations parce que c'était un projet que j'avais depuis quelques années en tête. J'en avais pu en parler auparavant avec ma famille et du coup, je me suis dit, Camille, t'es à ton compte, c'est l'occasion de le faire. Et du coup, je l'ai fait. Et du coup, ça a marché. Et là aussi, ça a été compliqué d'accepter que ça a marché. Ça a été compliqué pour moi de prendre tous ces retours positifs. Vraiment, je me sentais pas légitime en fait qu'on me félicite. Moi dans ma tête, j'étais en mode j'ai juste fait mon travail. Ouais, mais en fait, tu l'as fait ton travail. Genre, il s'est pas fait tout seul quoi. T'as appris à te servir de logiciel, t'as dessiné, t'as été prendre des photos. Enfin, tout ça en fait, je l'ai fait. En soi, je l'ai mérité, on va dire, ces félicitations et ces compliments. Mais non, c'était pas, ouais, je voulais pas. Et j'ai mis longtemps à réaliser que ce que je faisais, c'était concret. Le jour où j'ai réalisé que ce que je faisais était réellement concret, c'est le jour où j'ai reçu mes premières affiches de l'imprimerie, donc j'ai reçu mon colis à la maison. Et là, j'ai ouvert mon colis, j'avais une boule au ventre qui était terrible, j'avais peur que le résultat me convienne pas. Et quand j'ai ouvert et que j'ai vu, j'ai tout filmé d'ailleurs, je vous avais partagé dans une ancienne vidéo, et honnêtement, à la fin, j'ai coupé la caméra et je me suis mise à pleurer. Et en fait, là, j'ai compris que c'était concret. Mais, pour autant, ok, j'étais fière de moi, mais est-ce que je me sentais légitime ? Franchement, je sais pas. Et pour continuer, un autre exemple qui m'est arrivé très récemment. J'ai travaillé avec une imprimerie locale pour faire des stickers, avec qui, du coup, ça s'est super bien passé. Et suite à ça, du coup, je suis retournée vers eux pour un nouveau projet. On s'est de nouveau rencontrés pour en discuter. Et lors de cet entretien ensemble, les personnes qui travaillent dans l'imprimerie m'ont avoué qu'ils étaient super contents de travailler avec moi, que mon travail leur plaisait vraiment. Et surtout aussi, ils étaient très contents de voir à quel point mes fichiers étaient propres. Alors jusque-là, vous allez me dire, ouais, pourquoi elle nous raconte ça ? Vous allez comprendre. Du coup, vraiment en me disant que mes fichiers que je leur avais envoyés étaient propres, étaient de bonne qualité et que ça faisait plaisir. Parce qu'il se trouve que ces personnes-là avaient eu des mauvaises expériences, on va dire entre guillemets, avec donc des professionnels, notamment avec des graphistes professionnels, comme quoi eux,
qui était donc graphiste professionnel, donc c'est le métier, n'avait pas forcément eu toujours des fichiers de très bonne qualité et donc des fois effectivement c'était un peu compliqué de travailler avec des fichiers de moins bonne qualité, enfin bref, voilà, vous avez compris. Moi on me félicite parce qu'en gros mes fichiers sont top, sont bien, donc forcément je suis contente et je me dis pourtant c'est pas mon métier, je suis pas graphiste, mais ok super, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et d'un autre, je me dis, mais waouh, comment ça se fait que moi j'arrive à faire des choses bien alors qu'en fait des gens dont c'est le métier le font moins bien. Du coup là j'ai commencé à me poser des questions, après je me suis dit bon, tant mieux si toi tu fais les choses bien, c'est le principal. Et il y a la semaine dernière, j'ai du coup continué à travailler avec eux sur un nouveau projet et il aura fallu que je leur envoie des fichiers. Chose que j'ai faite, sauf qu'en fait il y a un problème avec mes fichiers. Parce qu'il y a certaines choses qui ressortent pas correctement. J'ai un peu bataillé, il a fallu que je leur envoie une deuxième fois, une troisième fois. Et à un moment donné, en fait, la personne avec qui je suis en contact, donc de l'imprimerie, m'a dit oui, il faut que tu fasses en gros telle chose. Et je savais pas ce que c'était, je savais pas comment il fallait faire. Et là, je me suis dit, mais Camille, mais tu es la plus grosse impostrice qui existe, tu sais pas comment faire. Et je suis en mode... Il y a quelques mois, en fait, ils t'ont félicité parce que ton travail était cool et que tes fichiers étaient super. Et là, tu te retrouves dans la position où, en fait, c'est toi qui sais pas faire. C'est toi qui sais pas comment faire, en fait. Et donc, vraiment, je me suis sentie super mal. J'ai cherché sur Internet, j'ai essayé de trouver, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai demandé autour de moi. Et, résultat, j'ai fait du mieux que je peux avec ce que j'ai. Avec l'expérience que j'ai. J'ai pas une expérience énorme. Et du coup, j'ai renvoyé mes fichiers. Donc c'était fin de semaine dernière, donc pour le moment, j'ai pas eu de réponse, donc je sais pas. Mais c'est vrai que sur le moment, ouais, j'avoue que je me suis pas sentie bien parce que j'étais en mode, en fait, je vais les décevoir. Dans le sens où ils avaient été tellement contents et agréablement surpris de voir la qualité de mes fichiers et de ce que je proposais, que là, le fait que je leur envoie quelque chose qui n'aille pas et qui ait autant d'allers-retours par mail pour essayer de clarifier la situation et de résoudre le problème, et que moi, en fait, en tant que professionnelle, je n'arrive pas à régler le problème, je me suis sentie trop mal. Et je me suis dit encore une fois, mais qu'est-ce que tu fais là, Camille ? T'es pas légitime de faire ça, quoi. Bref, vous l'aurez compris, c'est plein de petits exemples qui montrent que ouais, des fois je me sens pas toujours légitime de faire ce que je fais, que j'ai énormément de mal à assumer que je fais ça, alors que pourtant, sur le papier, c'est un fait. J'ai fait des illustrations, je fais des illustrations, je les vends, et aujourd'hui, c'est mon métier à plein temps. Pour continuer cet épisode, je voulais aussi parler de la comparaison avec les autres. Aujourd'hui, on est beaucoup d'artistes, notamment sur les réseaux sociaux, et je vais parler de Instagram et YouTube parce que c'est les deux réseaux sociaux que je consomme le plus. Et vraiment, en tant que freelance, en tant qu'illustratrice, il y a tellement de matière à se comparer aux autres, que là aussi, ce sentiment de légitimité, on se pose la question en fait. Je me pose la question en voyant ce que font les autres, en me disant, cette artiste, elle a tellement plus de talent que moi. Oh là là, mais en fait, cette artiste-là, elle parle tellement mieux de son travail que moi, c'est tellement mieux, les photos sont plus belles, le travail est plus joli. Enfin, bref, tout ça, il y a aussi cet aspect de comparaison aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de façon générale, que en fait, il y a 2 fois plus de matière à se comparer aux autres que peut-être il y a 50 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je le ressens comme ça du moins. J'étais pas là il y a 50 ans, donc je peux pas vous dire. Mais dans le sens où aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça nous donne tellement ce truc de comparaison en fait. Et là, encore une fois, il y a ce sentiment de légitimité qui ressort en se disant, mais est-ce que moi, sincèrement, avec mes, 290 abonnés, je crois, sur Instagram, parce que sincèrement, je suis aussi légitime qu'une nana qui a 100 000 abonnés, qui vit correctement de son travail à plein temps, de ça, de l'illustration. Et moi, je suis en mode, je suis ridicule, en fait. Je suis toute petite, je suis rien, je suis personne. Là, en plus, je vous ai annoncé, et si vous le savez pas, parce que peut-être que vous regardez cet épisode de podcast sans forcément me suivre sur les réseaux ou sur YouTube, mais il y a 2 semaines, j'ai annoncé que j'allais ouvrir une boutique en ligne. Ça aussi. Genre, Camille, pourquoi ? Alors pourquoi ? Si, je le sais, parce que j'ai envie et parce que je veux le faire et que c'était un objectif que je m'étais fixé pour cette année 2025.
Donc évidemment que je vais le faire. Mais peut-être que ça marchera pas du tout. Peut-être que je vais avoir 0 vente. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça va être terrible pour moi parce que je vais me dire mais pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai mis autant d'énergie à le faire alors qu'en fait personne ne va acheter ce que je fais? Et là aussi c'est tout un travail à la fois de remise en question en se disant ok, ça marche pas, peut-être essayer de comprendre pourquoi, que plutôt de ne pas se sentir légitime de l'avoir fait. Et tout ça, c'est un travail que j'essaye de faire tous les jours. Comme tout à l'heure quand je vous disais que j'ai enfin passé le cap de marquer illustratrice sur mon compte. Mais en fait, c'est un fait. Donc du coup, je le marque. Mais pourtant, ça a été dur. Et j'ai mis longtemps avant de pouvoir l'écrire et avant de pouvoir le dire. Et j'ai encore énormément de mal à le dire. Mais je sais que le temps fait bien les choses et qu'au fur et à mesure, je vais arriver à prendre confiance et à me dire que, ok, ouais, c'est mon métier et en fait, il faut juste que j'accepte et que j'assume de le dire. C'est un peu comme YouTube. Pendant longtemps, j'ai eu très envie de le faire. Ça date pas d'hier, ça date pas d'il y a 1 an où j'ai voulu me lancer sur YouTube. Loin de là. Les réseaux sociaux, etc. J'ai toujours eu envie de partager ce que je faisais parce que j'ai toujours regardé des gens qui partagent leur expérience, qui partagent plein de choses. Quand j'étais plus petite, les choses que je regardais à la télé, c'était des documentaires, en grande partie. Je regardais des dessins animés aussi, mais clairement, c'est les documentaires qui m'ont marqué. Et j'adorais cette façon de partager, en fait. Les images, très contemplatifs, les voix off. Et d'ailleurs, ok, j'avais pas envie de montrer ma tête au début quand j'ai commencé sur YouTube, mais du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des images, j'ai essayé de faire des trucs peut-être un peu plus contemplatifs et de la voix off. Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé partager. Et je trouve ça aussi intéressant d'avoir les expériences des autres. Et aujourd'hui, je suis la première à regarder sur YouTube des vidéos d'artistes, justement, d'artistes freelance qui partagent leur quotidien. Je pense notamment genre à Ectomorph que je suis depuis quelques années. J'ai découvert l'année dernière Kaevan aussi. J'aime beaucoup son travail. J'ai découvert Caro from Woodland aussi. J'adore ce qu'elle fait en aquarelle. Et pareil, là, j'ai regardé récemment sa FAQ de l'année 2025. Et tout ça, en fait, toutes ces expériences, je les trouve hyper intéressantes. Mais du coup, je pense aussi que ça influe sur moi dans le sens où ces personnes-là, elles ont de la visibilité, elles ont de l'expérience que moi j'ai pas. Et du coup, je me sens pas forcément légitime de faire tout ce que je fais. Mais du coup, pour en revenir à YouTube, je me sentais absolument pas légitime de le faire. Et pourtant, un jour, j'ai eu le déclic et je l'ai fait. Et je me suis dit que si j'attendais pendant 10 ans, le bon moment n'y viendrait jamais et qu'il fallait que je le fasse. Et du coup, je l'ai fait et aujourd'hui, je regrette toujours pas. Et honnêtement, pour le côté illustration, même si je me sens pas encore légitime, je commence à comprendre que c'est ce que j'aime et ça, c'est le plus important. Tellement que des fois, je me dis, j'aurais dû commencer plus tôt. J'aurais dû commencer avant. J'aurais dû commencer en sortant de mes études. J'aurais dû avoir le courage, je sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, ce syndrome de l'imposteur, j'aurais dû le dégager dès le début, en fait. J'aurais dû le mettre de côté et ça paraît si simple dit comme ça, mais ça l'est pas du tout. Et j'aurais dû me dire, en fait, fais-le. Fais-le pour toi. Et là aussi, c'est un gros problème, je crois, dans le syndrome de l'imposteur, c'est l'attente qu'on a des gens. Toujours attendre la validation d'autrui. Toujours l'attendre, je sais pas moi, la validation de ses proches. Et ça aussi, c'est compliqué de s'en détacher. Je dis pas qu'il faut s'en détacher totalement, parce que je pense que c'est important d'avoir les retours des personnes extérieures, les retours de son entourage. Je crois que c'est pertinent. Et surtout quand on est freelance et qu'on travaille tout seul de chez soi. Moi, c'est mon cas, je travaille toute seule de chez moi. Donc je crois qu'aussi, d'un côté, c'est hyper important d'avoir un œil neuf sur son travail, d'avoir un retour extérieur sur ce qu'on fait. Et d'un côté, il y a ce truc de se dire, si les gens sont pas contents, comment je vais le prendre? Et du coup, d'attendre toujours la validation d'autrui avant de pouvoir avancer et avant de pouvoir continuer de faire ce qu'on fait. Et il y a vraiment ce côté perfectionniste qui rentre dans le syndrome de l'imposteur. Ça aussi, durant l'épisode que je vous parlais au début, l'émission radio que j'écoutais sur le syndrome de l'imposteur, il y avait vraiment 2 catégories qui ressortaient. Il y avait le côté perfectionnisme et le côté procrastination. Il y en a certains qui en fait vont procrastiner, vont tellement peur de commencer à faire ce qu'il faut faire, qu'ils vont attendre le dernier moment pour le faire. Et il y a ceux qui, je pense comme moi, sont très perfectionnistes et vont avoir du mal à dire que c'est fini. Et pour mes illustrations,
J'ai pas eu ce problème-là dans le sens où en fait j'avais la deadline et je savais qu'il fallait que ça soit fini. Et en fait, un peu malgré moi, il a fallu que je dise que c'était terminé parce qu'en fait j'avais plus le temps. Mais du coup, il y a ce côté très perfectionniste qui du coup, pour moi en tout cas, me rend très anxieuse. Je suis déjà une personne très anxieuse de base. Vraiment, genre, c'est de nature chez moi, voilà. J'en rigole, mais je peux vous avouer que c'est pas toujours hyper drôle d'être stressée. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté perfectionnisme et en fait qui me rend anxieuse dans mon quotidien parce que j'ai peur de mal faire. J'ai peur de pas y arriver et j'attends que les autres me disent que c'est bien. Et en même temps, quand les autres me disent que c'est bien, ben, je me sens pas légitime d'accepter les compliments. Bref, vous avez compris, c'est un peu un cercle vicieux quoi. Écoutez, pour arriver à la fin de cet épisode, honnêtement, je pense pas avoir la solution à comment faire pour se débarrasser de ça, du syndrome de l'imposteur. Mais en tout cas, je pense que chacun doit avoir le déclic pour s'en détacher et pour en sortir. Je crois pas qu'il y ait potentiellement une solution. En même temps, je suis pas médecin, donc je sais pas. Je suis pas psychologue, je suis pas médecin, j'ai pas la science infuse, donc j'ai pas envie de vous donner genre la solution ou la façon de faire. En tout cas, pour ma part, ça vient souvent par des déclics. Et en fait, ces déclics-là, j'essaye de pas les laisser passer. Parce que si je réfléchis trop, bah c'est foutu en fait. Je vais prendre trop de recul sur la situation et je vais pas avoir peur de me lancer. Donc, comme je vous disais, c'est comme pour YouTube. Vraiment, j'en ai parlé avec un copain et en fait, je me suis dit, bah fais-le Camille. Et j'ai regardé l'agenda et j'ai vu que 4 jours après, on était le 1er février 2024 et je me suis dit, bah en fait, c'est maintenant que tu vas commencer. Et le 1er février, j'ai commencé. Et un an après, je suis toujours là. Et il y a vraiment eu ce truc de déclic. Post Café, c'est pareil. J'en ai parlé et je me suis dit, ok, bah en fait, tu vas le faire. Tu vas pas attendre de te sentir légitime, tu vas pas attendre d'avoir le matériel le plus performant du monde, tu vas pas attendre d'avoir des super micros, d'avoir une super table pour accueillir tout le monde. Non, tu vas le faire avec les moyens du bord et c'est pas grave et tu verras ce que ça donne. Et je crois que pour l'illustration, c'est pareil. Il faut que je le fasse à fond, parce que c'est toujours comme ça que je fonctionne. J'essaye de faire les choses à fond, de me donner à 200% dans ce que je fais. En tout cas, voilà, pour ma part, ça fonctionne comme ça. J'ai des déclics, je sais pas trop pourquoi encore, honnêtement. Souvent, comme je vous l'ai dit, en fait, c'était en discutant avec d'autres personnes où je réalise, je sais que ça m'aide. Comme je vous le disais, je suis toute seule à la maison, la journée du moins quand je travaille. Donc en fait, je parle aussi beaucoup avec mon copain quand il rentre du travail le soir. J'essaie de parler avec mes amis parce que je suis pas quelqu'un qui sort énormément dans la vie de tous les jours. Dès que je vois du monde, j'essaie de discuter un peu de ce que font les autres, de ce que je fais moi. Et d'essayer d'avoir ce recul nécessaire, de pas faire de la comparaison, mais de prendre de ce qu'il y a de bon en fait chez chacun pour essayer de me dire ok, la personne elle a fait comme ça, elle a réussi, ça veut dire que moi aussi je peux y arriver, ça veut dire que moi aussi en fait je suis peut-être légitime à le faire. Et puis en fait pourquoi on ne serait pas légitime de faire quelque chose? Je sais pas, c'est une question. Pourquoi je me sentirais pas légitime de faire du dessin alors que ça a été mes études? Pourquoi je me sentirais pas légitime de partager quelque chose que j'aime? Voilà, c'est plein de questions comme ça qu'il faut encore que je crois que je travaille, mais c'est en bonne voie, du moins j'essaye. Et j'espère que pour vous, si vous êtes sujet à ça, vous arriverez à vous en détacher, à faire en sorte que vous vous sentiez mieux et en accord avec vous-même. Parce que je crois que c'est trop triste en fait de pas se sentir légitime de faire quelque chose qu'on aime. Je parle pour moi parce que c'est un métier de passion. Je voulais aussi rajouter quelque chose en disant que souvent on a peut-être aussi peur de l'échec et je crois qu'il faut accepter le fait qu'on puisse se tromper et que c'est pas grave et que c'est ok. Et je crois qu'aussi ça fait partie un peu du syndrome de l'imposteur, tout ce qui est jugement, voilà, échec, etc. On n'est pas parfait, on n'est pas des IA, pas encore. On n'est pas parfait, on n'est pas des surhumains et en fait on apprend tous les jours. Et je crois que comme on dit, c'est en se trompant qu'on apprend. Donc à mon sens c'est aussi hyper important peut-être de prendre conscience qu'on a le droit de se tromper et que c'est pas parce qu'en fait on s'est trompé qu'on va pas y arriver. Donc ça aussi c'était la petite parenthèse que je voulais rajouter. Voilà, on n'est pas parfait, c'est ok, on peut y arriver, c'est ok aussi. Et je crois qu'on doit tous, ou du moins on devrait tous,
se sentir légitime de faire ce qu'on fait, surtout quand c'est des métiers de passion. Je trouve ça dommage que ce petit truc là, il gâche un peu notre quotidien et notre vie, alors qu'en fait on est en train de faire le métier qui nous fait kiffer quoi, tout simplement. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode solo. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que j'ai pas trop digressé, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. En tout cas, je serais hyper curieuse et hyper intéressée d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à me les faire en commentaire, voilà, me partager vos expériences, peut-être vos tips aussi de comment vous faites pour vous sortir de ce syndrome de l'imposteur, du moins qu'est-ce qui fait que vous arrivez à le supporter un petit peu mieux. En tout cas voilà, je suis, comme je vous l'ai dit déjà précédemment dans cette vidéo, j'adore avoir les retours des expériences des autres personnes, de voir comment les gens fonctionnent, comment les gens travaillent, bref, et c'est la même chose pour ça, donc je serais hyper intéressée d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir, à suivre la chaîne, à mettre des petites étoiles sur Spotify si vous écoutez sur Spotify, voilà, ça soutient et ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez aussi, n'hésitez pas à me dire si ce genre d'épisode peut être un peu plus court et solo pour vous parler de certains sujets comme ça vous intéresse. Si vous en avez en tête, n'hésitez pas à me dire vos idées, voilà, de futurs épisodes. Écoutez, voilà, trêve de bavardage, j'arrête cet épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Post Café.